retour sur les bancs de l'école pour cette fin de saison. C'est ici, à la Financia Business School, qu'enseigne notre invitée du jour, Céline Mahinck, du cabinet Eden Finance. En studio, on retrouve Estelle Dola de Private Corner et en déplacement, Jean-Philippe Mas a rencontré le banquier d'affaires Jean-Louis Duvernay-Guichard. Patrimoine Online, fin de saison 1, c'est parti. Bonjour Céline Mahinck. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors j'allais dire chez vous, mais on est presque chez vous. On est à la Financia Business School, école de commerce dans laquelle vous enseignez. Vous êtes professeur d'investissement immobilier et en même temps vous êtes dirigeante de votre propre cabinet de gestion de patrimoine, Eden Finance. Alors dites-nous tout, Eden Finance, c'est qui, c'est quoi, c'est combien de personnes, c'est où? Tout ça. Bonjour, merci à vous de me recevoir, de m'accueillir dans votre patrimoine online. Eden Finance, c'est un cabinet que j'ai fondé en 2008. C'est un cabinet de gestion de patrimoine avec les différents statuts classiques, conseiller en investissement, courtage en banque, en assurance, carte T, le tout assorti de la CJA, de la fameuse compétence juridique. Mais ma particularité, c'est que je fais aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement mon cœur métier, puisque comme vous l'avez signifié, j'enseigne et je fais de la recherche, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, je crois, alors, dans le déroulé. Vous enseignez quoi et vous recherchez quoi alors j'enseigne, pour être synthétique, tout ce qui concerne l'environnement réglementaire et déontologique du CGP, y compris focus activité immobilière et tout ce qui concerne l'immobilier financier, l'immobilier direct, indirect. Et la recherche? Et la recherche, le crowdfunding immobilier, puisque c'est mon petit dada depuis 2015 maintenant. Et bien effectivement, on va en parler. On passe tout de suite à la première rubrique, les 3 actus de Céline Mahinck. Alors Céline, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qu'il ne fallait pas louper selon vous. Et alors déjà, merci parce que vous nous faites grâce, on ne va pas parler de la grande dissolution dont tout le monde commence à avoir un peu marre. On va commencer par un sujet un peu technique mais qui finalement concerne pas mal de monde. C'est un arrêt de la Cour de cassation sur l'indécence d'un logement. Oui, ça date du mois dernier, le temps passe vite, mais oui, c'est ça. En fait, jusqu'à maintenant, nos politiques nous disaient par rapport à la décence du logement, on fait référence aux critères DPE, à la lettre DPE. Le diagnostic de performance énergétique. C'est ça, du logement, donc a été introduit par la loi climat et énergie en 2019. Et donc, c'est à partir de là que, suivant le DPE, votre logement bascule du jour au lendemain, c'est bien ça le problème, de décent à indécent. Et jusqu'à maintenant, on nous disait, vous inquiétez pas, dès lors que vous avez contractualisé, donc signé le bail, alors que votre logement est décent, il ne va rien se passer pendant la partie du bail en cours. Il y aura un sujet qu'au renouvellement du bail ou en cas de changement de locataire, alors que cet arrêt de Cour de casse ne nous dit pas ça du tout. Il nous précise que la décence, le logement doit être décent à l'entrée du bail et tout au long de la vie du bail. Donc ça emporte des conséquences très lourdes en l'état actuel et donc on espère que la nouvelle mouture législative gouvernementale qui va arriver, pardon, j'en parle un petit peu du coup, mais mettons vraiment l'éviter en même temps. Et fera quelque chose par rapport à ça parce que l'enjeu est gravissime. Ah ouais, précisions. On rappelle, il y a un peu plus de 5 millions de passoires thermiques en France. La loi climat et résilience imposait une interdiction progressive à la location des passoires. On connaît le calendrier, mais je l'ai quand même noté parce que moi, j'arrive jamais à le retenir. 2025 pour les logements classés G au niveau de leur DPE, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Ça veut dire que si je comprends bien, cet arrêt de Cour de casse, c'est dit aux propriétaires qui louent un logement, une passoire thermique qui est indécent. Là, ils doivent s'activer pour pouvoir éviter cette échéance. Oui, et puis clairement, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un appartement classé G, vous contractualisez, vous faites un bail aujourd'hui, tout va bien. Au 1er janvier, donc du jour au lendemain, il passe indécent. Nous, on passe à la deuxième actu, Céline, c'est la BCE qui est critique envers les banques françaises. Vous avez relevé 2 communications de sa part. Et la première communication, c'est un rapport publié en mai dernier. La BCE reproche aux banques françaises de ne pas suffisamment intégrer les évaluations des biens immobiliers dans l'octroi de crédits immobiliers. Ce rapport, il dit que 40% des crédits immobiliers européens ne respectent pas cette directive européenne. Oui, alors la directive européenne, c'est celle de 2016 qui a été instaurée pour apporter plus
de transparence, d'accompagnement auprès des emprunteurs. Donc c'est cette directive notamment qui a installé les heures de formation obligatoires, qui a instauré la possibilité de faire des missions de conseil en intermédiation bancaire, décorrélées de l'obtention du crédit. Et donc cette directive spécifie aux banques que si, dans leur processus d'octroi de prêt, elles estiment qu'il est nécessaire de faire une évaluation du bien immobilier qu'elles financent, alors à ce moment-là, cette évaluation devra être faite par un expert immobilier indépendant du processus de prêt. Donc déjà, ça n'oblige pas les banques à le faire. Et là, en fait, on met le doigt sur une particularité des banques françaises, c'est-à-dire qu'on a cette force que nos banques, ça nous enquiquine hein, des fois, mais que nos banques prêtent en fonction du taux d'effort, donc combien j'ai de charges par rapport à combien je gagne, et non pas par rapport à la valeur hypothécaire du bien. Et puis, on est en taux fixe et pas en taux variable. Donc ça, c'est vraiment deux particularités françaises. C'est l'exception bancaire française, il y avait l'exception culturelle et une exception bancaire française. Et ça fait notre force. Donc, c'est un peu bizarre qu'elle nous cible comme ça par rapport à ça. Et puis, l'autre problématique quand même, c'est qu'on nous dit de faire appel à un expert immobilier. D'accord, mais le texte de loi qui définissait ce qu'est un expert immobilier a été abrogé à la publication de cette directive. Et donc aujourd'hui, l'expert immobilier n'est pas défini par la loi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si passer par un agent immobilier ou un évaluateur externe, c'est suffisant. Ça veut dire que, à mon sens, au regard des textes de loi en vigueur actuellement, tout le monde peut être expert immobilier. Je ne remets absolument pas en cause les compétences qu'ont les experts immobiliers qui travaillent et qui le font correctement. Mais le fait que ce ne soit pas un statut protégé, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas défini dans la loi. Hormis l'évaluation des biens immobiliers, il y a également le risque climatique que les banques doivent intégrer. Et ça, pareil, la BCE leur reproche de ne pas le faire assez. Oui, mais ça date en fait d'un catalogue de recommandations qu'elles ont édicté en novembre 2020, où elles demandent aux banques de tenir compte de leurs risques climatiques et environnementaux dans leur portefeuille de prêts. Et donc clairement, la BCE demande aux banques d'évaluer le risque climat dans les prêts qu'elles octroient, y compris aux particuliers acquéreurs de biens immobiliers. Parce que justement, ça touche beaucoup plus, ça touche beaucoup plus les emprunteurs, cette problématique-là. Ça touche les emprunteurs et toutes les catégories d'emprunteurs, puisqu'on va aller aussi bien de l'acquéreur pour sa résidence principale à l'investisseur. Alors déjà, aujourd'hui, ça se traduit par le fait qu'elle demande pour un certain type de projet d'avoir non seulement l'apport personnel, mais également l'épargne nécessaire pour faire les travaux de rénovation énergétique, a fortiori quand il s'agit d'un bien individuel où on a l'audit qui mentionne clairement la fourchette des travaux à faire. Et puis, il y a aussi autre chose qui va aller dans ce sens-là. Pareil, c'est passé inaperçu. Décidément, on se raconte plein de trucs aujourd'hui. En mars 2023, le Parlement européen a fait passer une loi pour les propriétaires occupants. Et donc, en leur disant qu'il fallait qu'ils atteignent un certain DPE. Alors, j'ai mes notes. DPE E en 2030. Ou D en 2033, donc c'est quand même demain, et que si le DPE n'était pas atteint, eh ben, la valeur de la vente de la résidence principale serait donc minorée du montant des travaux à effectuer. Donc c'est pas du tout anodin. Et on passe à la troisième actu, Céline, et ça j'avais très envie d'en parler avec vous, c'est FPF, l'association Financement Participatif France, qui représente donc les acteurs du crowdfunding, qui rejoint France FinTech. France FinTech, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des FinTech, des startups de la finance, dans plusieurs domaines. Je voulais en parler avec vous, Céline, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais vous êtes à l'origine du tout premier contrat cadre de convention partenariale entre les CGP et les acteurs du crowdfunding. Alors déjà, félicitations Céline pour ça, mais c'est surtout qu'est-ce que finalement ça vous inspire, cette intégration de FPF à France FinTech? Alors déjà, donc pour rebondir sur le contrat de place, effectivement, j'ai été un petit peu la cheville ouvrière, j'ai fait le lien plutôt. Voilà, ceux qui ont véritablement travaillé, c'est FPF, c'est le cabinet d'avocats Kramer-Levin et puis c'est l'Anacofi, parce que ça nous semblait important que toutes ces parties prenantes, d'autant plus qu'elles le voulaient, puissent travailler ensemble. Par rapport à ce rapprochement,
si on le voit de l'extérieur, sans connaître les chevilles ouvrières, pour le coup, à l'interne, on pourrait se dire que oui, ça peut être risqué, peut-être que le financement participatif pourrait être noyé. À regarder les gens qui œuvrent depuis des années dans FPF, il me semble qu'elles pourront œuvrer encore mieux. Elles auront plus de moyens, c'est ce que disait voilà, Florence de Montpellier. Elle aura plus de moyens. Si on regarde plus spécifiquement le crowdfunding immobilier, on voit qu'en ce moment, le marché est face à il subit de plein fouet le retournement des marchés immobiliers. Et il y a également des critiques de la part d'investisseurs qui critiquent finalement une gestion commerciale qui peut être un petit peu compliquée, un manque de rigueur parfois dans la sélection des dossiers, pas mal de pommes pourries finalement. On s'attend à une forte remontée des taux de défaut. Comment aujourd'hui ce secteur est en train de vivre ce moment un peu charnière finalement? Beaucoup de questions en une là en fait. Alors déjà, le passage au statut européen, ça a auto-sélectionné un certain nombre de plateformes puisqu'elles étaient plus d'une quarantaine en immobilier, soit de façon accessoire, soit de façon principale. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont 27, donc allez, on va dire 30. Ça fait quand même un gros tiers. Un gros tri là en fait. Et oui, parce que le statut de prestataire en service de financement participatif, le PSFP européen, c'est un vrai agrément. Donc, ils sont sévères dans l'octroi de cet agrément, dans la gestion des conflits d'intérêts, dans la gouvernance, etc. Après, quand j'entends des gens qui disent oui, mais le secteur est en difficulté, il y a des pommes pourries, il va y avoir des défauts. Oui, il va y avoir des défauts, mais c'est normal que les défauts augmentent. Quand le marché de base qui est l'immobilier, les défauts augmentent. Quand vous êtes promoteur immobilier, vous avez fait un business plan il y a 4 ans et les donnes ont quasiment changé tout, c'est compliqué de sortir dans les mêmes conditions. Mais il y a également des critiques sur un problème de sélectivité, c'est-à-dire qu'au-delà de certains promoteurs qui ont pu subir le retournement, il y a également des promoteurs qui, dès le départ, n'auraient pas dû être financés au regard de leur bilan ou du bilan de l'opération en question, ou même des marchands de biens, puisque là, c'est encore un peu des opérations différentes. Alors, il est possible que sur les 1500 projets financés, il y en ait 3, 4, 5 où il y ait de l'humain qui a été pris en compte ou une data qui n'a pas été vue. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je ne dis pas qu'il n'y ait pas à un moment une équipe qui a moins bien fait son job que d'habitude. Moi, ce que je vois globalement, c'est que quand on œuvre dans un marché, forcément, on va subir les contraintes de ce marché. Ce que je vois, c'est au fil des années que les plateformes ont grandi en fait avec la réglementation qui s'imposait à elles et ont encore accentué leurs compétences et leur mise en œuvre de moyens. Et diversifier leur offre, parce qu'il y en a beaucoup qui font pas Elles ont diversifié leur offre, elles ont augmenté, à mon sens, leur sélectivité. Mais le problème, c'est quand on regarde dans le rétro, c'est toujours plus facile, hein, mais quand on regarde étape par étape et qu'on se dit « ah là, on a passé un cap, ah là encore un autre cap, et là un autre cap », ça ne va pas empêcher les défauts et les faillites. Vous me rappelez la promesse de rendement ? Je crois qu'on est un peu plus au plus de 9% en moyenne. Alors ça, c'était ce qui était, parce que c'est acté les années dernières. Et là, les projets qui sortent, on est autour de 11, parce qu'elles ont pris en compte la prime de risque, la nouvelle prime de risque, avec l'augmentation des taux, enfin tout l'environnement financier et conjoncturel, macro et microéconomique. Donc, vous ne pouvez pas penser qu'il n'y aura pas de risque avec une promesse de rentabilité à 11. C'est qu'il peut y avoir du défaut. Merci Céline. On a parlé crowdfunding, maintenant on va parler private equity. On retrouve Estelle Dola, la cofondatrice de Private Corner, dans le studio de Jean-Philippe Mas. On les écoute et on revient. Bonjour Estelle Dola. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes présidente et cofondatrice de Private Corner, une plateforme digitale qui donne accès aux actifs non cotés pour les particuliers. Vous lancez aujourd'hui une nouvelle stratégie sur la dette privée. Je vais afficher des images et je vais vous poser des questions et je vais vous demander d'y répondre. Première question, est-ce que d'abord vous pouvez me présenter Private Corner ? Donc, Private Corner est une société de gestion qui a reçu son agrément AMF en novembre 2020 et qui s'adresse exclusivement aux professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune dans le but de leur proposer une plateforme intégrée 100% dédiée aux actifs non cotés, de manière à ce qu'ils soient en mesure de proposer
à leurs clients privés patrimoniaux, puisque nos fonds sont accessibles à partir de 100 000 €, une solution globale sur le capital investissement, la dette privée et l'infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de la création de ce nouveau fonds de dette privée baptisé Global Private Debt Strategy? C'est le premier fonds de dette privée que nous proposons à nos distributeurs. La dette privée, pourquoi? Eh bien, parce que les besoins de financement des entreprises sont croissants, puisqu'elles ont des enjeux d'internationalisation, d'implémentation de l'intelligence artificielle et également des enjeux sur tous les aspects de décarbonation. Donc tous ces sujets-là nécessitent énormément de financement dans un contexte, on va dire, géopolitique compliqué, inflationniste et d'augmentation du niveau des taux d'intérêt, où les banques sont de moins en moins favorables à financer de manière très large tout type de demande de financement, avec des entreprises très endettées et un mur de la dette d'une certaine manière à 3 ans, puisqu'il y a 76 milliards de dettes qui devra être financée d'ici 3 ans. Nous sommes convaincus du bon timing pour aller justement se positionner sur une stratégie de dette privée, alors plutôt sur de la dette mezzanine, puisque justement des financements classiques bancaires ou direct lending ne vont pas forcément... J'allais vous poser la question, pourquoi sur cette stratégie de dette privée avoir choisi les stratégies de capital solution et pas les stratégies de direct lending? Justement parce que le direct lending présente selon nous un niveau de risque-rendement pas suffisamment dynamique pour une clientèle patrimoniale qui est en phase de constitution d'un portefeuille sur les actifs privés, qui nécessite naturellement d'avoir un horizon d'investissement dans du temps long et où aujourd'hui le taux sans risque liquide, quand vous comparez avec le direct lending, la prime de risque justement à bloquer votre argent sans qu'il soit liquide par rapport au taux sans risque ne nous semblait pas suffisamment attractive pour une clientèle patrimoniale. Et donc l'avantage de la mezzanine, c'est que vous avez de la dette couplée avec du quasi-equity et un coussin de protection à la baisse qui vous permet justement d'aller viser des performances finales nettes de frais de l'ordre de 12 à 13%. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le bon moment d'investir dans les marchés privés pour les particuliers? Est-ce que le private equity est une offre à maturité aujourd'hui? Alors, c'est vrai que le contexte géopolitique des derniers mois a marqué une décélération de l'intérêt pour les marchés privés. Pour autant, pas du tout un désintérêt de la part des distributeurs. Notre réseau de distribution a été très abreuvé d'informations sur les 3 dernières années et où on est aussi certainement à un moment charnière de digestion et de faire un peu un pas de côté avant de prendre de nouvelles décisions engageantes sur justement une durée de 8 à 10 ans. C'est une stratégie qui s'inscrit dans du temps long et c'est vrai qu'avec des taux sans risque très élevés, il est urgent aujourd'hui de ne pas se presser et de prendre le temps de la décision. Et donc, au vu du contexte, il y a des stratégies à privilégier par rapport à d'autres dans le non-coté, vous pensez? Dans notre approche, on essaye d'avoir un positionnement équilibré et donc de ne pas se positionner aux extrêmes. Sur la dette, comme je l'ai exprimé, c'est a priori le direct lending a un peu moins d'intérêt qu'il a pu en avoir à une époque où les taux étaient proches de zéro, selon nous. Le crédit tactique également présente un niveau de risque-rendement un peu trop aléatoire selon nous et donc pas forcément une approche qui nous semble favorable pour les clients privés. Sur la partie capital investissement, on ne s'est pas encore positionné sur du venture ni sur du retournement dans notre approche en architecture ouverte pour les mêmes raisons, puisque si vous voulez faire de cette classe d'actifs une démarche à part entière dans la diversification du patrimoine des clients privés,
vous devez y aller pas à pas, en étant bien certain que chaque maillon de la chaîne comprend bien les tenants et les aboutissants de ses engagements pour qu'en aucun cas, cela se transforme en une classe d'actifs qui soit anxiogène. C'est vraiment en cela qu'on a une approche qui se veut la plus prudente, entre guillemets, si je puis dire, relativement à la classe d'actifs qui est par essence risquée, mais en tout cas la plus équilibrée qui soit et la plus transparente aussi qui soit pour qu'on arrive à créer cet intérêt croissant au-delà d'avoir dans un premier temps une approche en diversification purement rationnelle, mais aussi un intérêt pour la classe d'actifs en tant que telle. Merci Estelle Dola. Alors Céline, on est toujours à la Financial Business School, mais à un autre endroit, on est dans le hall d'accueil, on a changé un petit peu de décor. Vous venez d'écouter Estelle Dola, je voulais vous faire rebondir sur un rapport du Comité européen du risque systémique qui se plaignait d'un manque de transparence du secteur de la finance privée, l'empêchant d'évaluer correctement les risques liés à la stabilité financière en Europe. Alors le Comité européen, c'est très haut, mais vous, en tant que conseillère en gestion de patrimoine, comment vous abordez ce sujet? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour accompagner vos clients? Alors, donc, on est d'accord que le private equity, c'est du financement d'entreprises non cotées. Tout à fait. Ouais, donc, par définition, déjà, ça va regrouper un certain nombre de choses. Ça va regrouper le crowdfunding qu'on évoquait tout à l'heure. Ça va, on va inclure dedans la love money, on va y mettre tout ce qui est club deal et donc les fonds structurés. Il y a plusieurs domaines et plusieurs enveloppes. Donc déjà, il y a différentes thématiques. Estelle le développait bien tout à l'heure. Dans une thématique, il y a aussi plein d'autres tiroirs. Donc déjà, il y a une multitude de solutions. Ensuite, qui dit non coté dit que les entreprises n'ont pas des obligations de reporting aussi poussées. Donc si on n'a pas le reporting, on n'a pas accès aux mêmes data. Donc même s'ils font très bien leur travail, forcément, ils ont moins d'informations. Et du coup, ça se traduit aussi dans la transparence. Mais c'est normal. Et ça, c'est ce que vous expliquez à vos clients, c'est qu'il faut accepter ce… Et Estelle l'a bien mis aussi en exergue en disant qu'elle était là, disponible pour informer les conseils. Et oui, on a besoin d'être formé pour mieux informer les clients. Parce que du coup, quand on est en risque 7 sur 7 en RSI, en SRI, pardon, quand on est en risque 7 sur 7 en SRI. En SRI. On a un devoir d'information encore plus encore fort. Plus important pour que les clients comprennent bien ce à quoi ils s'exposent. Exactement. Merci Céline, on passe à la troisième rubrique. Petit cadeau de fin de saison, vous êtes habitués à l'entendre émission après émission dans son studio. Et cette fois, il passe devant la caméra. Jean-Philippe Masse, notre journaliste spécialisé en gestion d'actifs, a interrogé le banquier d'affaires Jean-Louis Duvernay-Guichard du cabinet Newco Corporate Finance, habitué aux transactions d'entreprise. Il vous donne son avis sur la consolidation des CGP et surtout ses conseils sur la valorisation de vos cabinets. On les écoute, on les regarde surtout et on revient. Cristalpide, Ardian, Orion, autant d'opérations qui montrent que la consolidation dans le secteur de la gestion de patrimoine n'est pas prête de s'arrêter. Quelle place ont les petits et les moyens cabinets dans ce contexte et comment valoriser au mieux leur activité? Pour ce faire, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Louis Duvernay-Guichard, fondateur et managing partner de Newco Corporate Finance, une boutique M&A spécialisée dans les services financiers. C'est parti. Bonjour Jean-Louis. Bonjour JP, ça va? On y va? Très bien. Je vais vous poser quelques questions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fonds, les fonds français regardent encore des plateformes de CGP ou tous les fonds aujourd'hui sur la place de Paris ont un CGP dans leur portefeuille? J'avais dit il y a quelques années que pour un fonds de private equity, c'était presque une faute de ne pas être investi dans le courtage. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui ne sont pas investis dans les CGP le regrettent et cherchent vraiment à rentrer dans le marché. Et en termes de plafond de verre, on parle beaucoup de la consolidation franco-française. Est-ce qu'il y aura potentiellement une consolidation des acteurs français vers l'Europe? Alors, chaque marché est un petit peu différent, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de CGP regardent au-delà des frontières pour essayer soit d'aller capter des clients français à l'étranger, soit une clientèle locale, soit une clientèle offshore. Mais en tout cas, la thèse d'expansion, d'internationalisation et de création de plateformes pan-européennes est à l'ordre du jour. Mais est-ce que ce ne sera pas plus compliqué et ça mettra plus de temps qu'en France?
Ce n'est pas les mêmes marchés, il n'y a pas forcément la même profondeur. Il y a parfois, en Italie, ça va plutôt être les promotories qui se sont déjà consolidés, mais plutôt sous forme de banque. En Suisse, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché un peu offshore, le marché domestique, le marché transfrontalier. Donc après, il faut trouver la bonne cible. Mais potentiellement, en Allemagne, au Benelux ou en Espagne, il peut y avoir des opportunités de consolidation. Et si on parle aujourd'hui à un cabinet qui souhaite se rapprocher d'une plateforme de consolidation, quelle bonne pratique ou quel conseil vous donneriez à ces acteurs? Alors à tous les cabinets, le conseil que je peux donner, alors peut-être pas aux plus petits, mais par exemple au LBO primaire, aux cabinets qui ont ouvert leur capital pour la première fois, c'est vraiment de mettre en place un reporting opérationnel précis, fouillé, et être capable de pouvoir démontrer la croissance organique hors arbitrage, hors acquisition. Donc vraiment le suivi de la performance est primordial pour bien pouvoir se valoriser à l'occasion du tour secondaire. Et pour les cabinets plus petits qui souhaitent s'adosser, ce qu'on leur recommande, c'est de se poser la question de savoir ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent vendre? Est-ce qu'ils veulent se rapprocher de quelqu'un qui leur ressemble, de taille comparable, ou est-ce qu'ils veulent s'adosser à un projet de consolidation naissant mais un peu plus important qu'eux? Et suivant en fait leurs aspirations, ce qu'ils recherchent, quand ils viennent nous voir, on peut les guider et leur présenter la plateforme qui va leur convenir le mieux. Et aujourd'hui, vous êtes une banque d'affaires spécialisée dans les services financiers. Aujourd'hui, vous avez un niveau d'opération conséquent, ou vous voyez quand même un ralentissement avec tout le contexte et tout ce qui se passe en ce moment? Alors nous, on continue d'être très actifs en ce moment. On s'apprête à lancer la recomposition d'un CGP qui avait déjà un fonds au capital mais qui va faire son opération secondaire. On est approché par d'autres plateformes effectivement qui souhaitent faire tourner le capital et attirer de nouveaux investisseurs. Donc ça continue d'être très actif. Et est-ce que les petits CGP font quand même appel à des conseils financiers tels que vous, ou vous voyez des opérations qu'on appelle de gré à gré plus sur ce segment d'opérations-là? Alors moi, le conseil que je donne toujours aux plus petits CGP, c'est franchement de ne pas avoir peur de venir nous voir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur à laisser sur la table, à faire l'opération tout seul. Il faut vraiment venir nous voir, se faire accompagner, parce qu'on va pouvoir les guider déjà dans le choix du bon partenaire, et on va pouvoir valoriser au mieux leur cabinet bien au-delà des honoraires de conseil qu'ils pourraient nous payer. Et on parle des valorisations. Est-ce que les valorisations ont stagné, ou est-ce qu'on est quand même toujours sur des niveaux de valorisation importants à la fois sur le côté plateforme mais également sur les opérations de croissance externe? Il y a un effet de taille, plus le cabinet est gros et plus les multiples peuvent être importants. L'activité, la croissance externe aussi est très importante, elle se valorise très bien. Donc on peut avoir effectivement de la croissance organique, c'est formidable et c'est nécessaire, mais il faut aussi rentrer dans des opérations de croissance externe, c'est le principe du LBO. Donc plus les actifs, plus les cabinets ont des tailles d'encours importantes, plus ils sont valorisés, plus ils sont actifs dans les opérations de consolidation de croissance externe, plus ils sont valorisés. Et pour finir, au contraire, quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre quand on veut se rapprocher d'une plateforme? Je pense que l'erreur, c'est souvent comme tout, c'est de ne pas choisir son partenaire uniquement sur des considérations de prix. C'est vraiment choisir le partenaire qui vous correspond, qui a la même philosophie, qui vous présente le projet qui vous correspond le plus. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aux cabinets qui veulent s'adosser à des plateformes. Et pour les plateformes, il faut faire de la croissance externe, mais il faut qu'elle soit cohérente. Il faut éviter d'aller dans des business qui soient trop orthogonaux ou trop loin de l'activité principale. Sur la verticalité, on voit que des CGP qui acquièrent des sociétés de gestion, est-ce que vous voyez que c'est un modèle qui se répète, ou ça reste quand même l'apanage de quelques CGP? Oui, c'est les plus gros CGP ont voulu s'équiper de compétences de gestion, alors souvent de multigestion, pour pouvoir agréger en fait différentes offres et intégrer et la proposer à leurs clients. Donc c'est une tendance qui continue. L'intégration des usines aussi est une tendance intéressante, notamment sur les produits structurés. On voit qu'il y a une certaine logique à internaliser les usines pour pouvoir proposer des produits sur mesure à ses clients. Merci Jean-Louis en tout cas d'avoir répondu à ma question. Merci Jean-Philippe. À bientôt. Au revoir. Céline, vous êtes encore jeune, mais la question de la transmission, est-ce que vous êtes déjà titillée?
Non, pas tout, non, objectivement. Par contre, comme tout bon CGP, il va falloir y penser à un moment parce que le maître mot, c'est l'anticipation. Jean-Louis, de toute façon, c'est vraiment une pointure dans nos métiers de la fusion-acquisition. Il dit quelque chose d'extrêmement vrai, c'est que le métier a probablement jamais eu autant de succès. Notamment auprès des fonds qui cherchent à investir. Pour vous donner des espèces de balises un petit peu, un petit cabinet, il se négocie aujourd'hui 2 fois, sans discuter, 2 fois son chiffre d'affaires, les moyens 5 fois le chiffre d'affaires, et les très gros, c'est à peu près minimum 15 fois l'EBITDA. Donc c'est historiquement élevé et très porteur pour les CGP qui sont, eux, à l'âge de penser à leur transmission ou à un certain type de développement. Alors, ces marqueurs, c'est pour autant qu'on soit cœur métier GP, donc avec des encours, et qu'on soit nickel au niveau compliance. Céline, il y a beaucoup de jeunes CGP qui nous regardent. Quels conseils vous leur donneriez dès à présent pour qu'ils commencent à penser à la façon de valoriser leur cabinet, hormis les encours, mais il y a quelle autre source de valorisation auxquelles ils doivent prêter attention? Alors, de toute évidence, au-delà de l'encours qui est le marqueur de valorisation, il va y avoir la compliance, donc la conformité du cabinet par rapport à la réglementation. Et donc, plus un cabinet va être en conformité, moins il fera porter de risques aux repreneurs derrière. D'accord. Et puis, il y a un autre point aussi qui peut être important, c'est-à-dire que là, actuellement, donc, le marché est porteur, on fait miroiter un certain nombre de choses aux gens qui sont en phase de vouloir faire autre chose ou de céder leur activité. Par contre, si c'est un fonds qui rentre, ça veut dire qu'il y a aussi des contraintes. Il va falloir, pour toucher la somme annoncée, maintenir une rentabilité et à un moment, il va falloir sortir et donc vendre aussi le cabinet. Donc entre un fonds et industriel, il faut choisir aussi là où on choisir son cheval de bataille. Par rapport à sa clientèle, il y a des cabinets qui sont très orientés, famille, amis, très proches et donc les vendre à un fonds, le CGP ne voudra peut-être pas le faire, ou en tout cas pas comme ça. Donc choisir ça aussi dès le départ, choisir son cheval de bataille. Merci beaucoup Céline, c'est la fin de cette émission. On était ravis de terminer cette saison avec vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. Et c'est donc la fin de cette première saison de Patrimoine Online. Merci d'avoir été avec nous pour ces 6 premières émissions. Merci pour vos messages, vos encouragements, merci pour tout. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions avec quelques nouveautés et surtout une émission spéciale tournée à Patrimonia. Passez de bonnes vacances, passez un bel été, reposez-vous bien et moi je vous dis à la rentrée pour un nouveau Patrimoine Online.